Oussama, bonjour. Super content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. On va parler de CDP, Customer Data Platform. Alors, évidemment, tu vas nous expliquer ce qu'est une CDP, une Customer Data Platform. Et quand on a fait un mini entretien de préparation, ma première question qui m'est venue, est-ce que tu dupliques les données? Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, ça me paraissait important, parce que dans la famille des CDP, il y a peut-être les MDM, les, et tous ces outils en fait qui gèrent la vision unique d'un enregistrement, et c'est souvent dupliqué. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé cette question, mais tu vas nous l'expliquer. En tout cas, voilà, très content de te retrouver dans cet atelier présentation CDP. Merci pour l'invitation et ravi de partager cette présentation avec toi. Commençons par les débuts du coup. Tu me posais la question, est-ce que vous dupliquez la donnée ou pas? Oui et non, et je reviendrai sur pourquoi oui et pourquoi non. Alors, je pense que pour commencer, c'est bien de poser déjà c'est quoi une CDP? Absolument. Il y a, c'est- c'est- il y a une partie en fait où on se pose la question, mais pourquoi en fait il n'y a pas une définition conventionnelle d'une CDP? Et quand on regarde le marché avec plus d'une centaine d'acteurs aujourd'hui à l'échelle mondiale, ben, il y a beaucoup de contenus qui sont poussés par les acteurs de la CDP, ce qui fait qu'on n'a pas une définition conventionnelle. Donc essayons ici d'être le plus objectif possible. Donc si on revient sur pourquoi on a besoin d'une CDP, c'est parce que aujourd'hui les entreprises disposent de données éclatées entre différents outils. Donc pour retrouver en fait une vision unique du client, une vision 360, il faudra aller chercher dans sa base de données de production, dans son outil CRM, dans son outil support, etc. Donc, ces données, il faut les ramener ensemble, les centraliser et ensuite les stitcher ensemble pour construire un profil unique du client auquel on rattache toutes les interactions d'un client avec la marque, sur le site web, dans le magasin, avec le service support, avec le service CRM. Et ça, c'est vraiment la première fonctionnalité de la CDP depuis la naissance de la catégorie. C'est la capacité à centraliser, à réconcilier les données ensemble. Ensuite, une fois qu'on les a réconciliées, l'enjeu, c'est d'être capable de créer des segments de clients, de créer des attributs, donc en tout cas de travailler ces données avec l'analyse et la segmentation pour ensuite synchroniser ces informations avec des plateformes principalement marketing, mais ça peut être aussi des plateformes support pour assurer que toutes les équipes qui sont à l'intérieur de l'entreprise parlent le même langage parce qu'ils sont nourris par la même source de données. Donc, si on reprend les trois briques, comme on le voit là, sur la slide, il y a une partie centralisation, capacité à ramener, réconcilier les données ensemble, les différentes sources. Ensuite, une capacité de segmentation, idéalement sans code pour que les équipes métiers soient autonomes sur la plateforme. Et la dernière partie qu'on appelle l'activation, c'est cette synchronisation des données avec les différentes plateformes marketing. Alors, je reviens à ta question de départ, Stéphane. Tu me disais, est-ce que tu dupliques les données ou pas? Nous, on ne duplique pas toute la donnée client dans notre back-end, dans le sens où cette partie centralisation, stockage de données, elle est gérée par nos clients dans leur propre infrastructure. En général, c'est un data lake, Databricks, Snowflake, GCP, où il y a une équipe data qui va travailler sur ces données, qui va utiliser ses propres outils, ce qu'on appelle le modern data stack, pour construire une vue unifiée des clients sur leur façon de faire. Et nous, on arrive en fait sur les briques d'après, ce qu'on appelle l'activation de la donnée. C'est la partie un peu d'enrichissement avec un peu de ML, un peu d'IA sur la prédiction de comportement futur des clients. Et ensuite, la partie plus segmentation et synchronisation avec l'ensemble de l'écosystème. Et pourquoi je dis du coup oui, on duplique la donnée? Parce que on va prendre de la donnée dans le data warehouse, on va le mettre dans le CRM, mais on le fait de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on ne va pas copier 100% de la donnée sous-jacente qui permet de décrire les activités du client dans le CRM, dans le support, etc. On va uniquement envoyer et synchroniser l'information utile. Ouais. C'est-à-dire dans le CRM, on va avoir une table de profil qui contient certains attributs qui sont calculés à partir de l'ensemble des données clients, mais on met uniquement l'attribut et les quelques segments pour éviter, de mettre trop de données dans ces outils finaux, ce qui permet d'être plus efficient d'un point de vue coût et également d'un point de vue aussi performance de ces outils.
D'accord. Alors, c'est une vraie catégorie au sens Gartner du terme, hein, CDP. Je crois qu'il y a un Magic Quadrant qui le précise. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'une CDP, donc une Customer Data Platform, c'est une forme d'intégration continue spécialisée client, donc pour les records clients, ou est-ce qu'on peut aussi dire que c'est un MDM spécialisé client, Master Data Management? Sincèrement, c'est pas loin, hein, dans le sens où le MDM, en fait, c'est une évolution du MDM, disons. Donc, D'accord. historiquement, on faisait un master data management pour alimenter des outils de CRM parce que c'était le seul outil d'activation que les clients utilisaient, ce qui fait que voilà, enfin, on avait besoin principalement de cette capacité à réconcilier les données dans une même base unique. Et ensuite, c'était des équipes de développeurs qui vont le mettre, le synchroniser avec les différents systèmes en interne. Avec l'évolution et notamment l'arrivée des canaux d'activation digitaux, bah, il y a eu, en fait, il y a beaucoup d'événements et d'interactions des clients sur différents leviers. Ce qui fait que cette partie MDM, elle est beaucoup plus compliquée en fait à gérer. Et on a aussi besoin, dans la partie activation, d'avoir des connecteurs avec un ensemble d'outils qui est beaucoup plus large Ouais, effectivement. qu'avant. Ou avant, on D'accord. communiquait avec les clients via le CRM. Aujourd'hui, il faut, on push des notifs, on fait des campagnes en fait sociales, SIA, et on va aussi faire du support client sur d'autres outils. Donc, il y a vraiment, donc on a rajouté cette partie qu'on appelle activation sur la slide, qui fait que MDM plus cette partie segmentation et activation, ça fait cette nouvelle catégorie de CDP. Ok, Il y aura très bien. toujours la question, est-ce que c'est un système de record ou pas? Je sais que c'est vraiment un débat aujourd'hui dans le marché. Est-ce que la CDP est censée être ce qu'on appelle les anglophones, un system of record? Donc, Ouais. est-ce que on doit avoir chaque identité d'un client enregistrée dans la CDP ou pas? Il y a un énorme débat là-dessus. On peut y revenir tout à l'heure si tu le souhaites, Stéphane. Mais ce qui est sûr, c'est que l'MDM, disons, la CDP, c'est une évolution du MDM. Ok, d'accord. Donc il y a cette partie activation qui est très importante dans un système CDP. Et Justement. est-ce que c'est ça qui fait la différence par rapport aux autres systèmes? Parce que les systèmes of records ou la vue unique d'un client, c'est des projets qu'on mène depuis très longtemps, hein, depuis 30 ans. Il y a de nombreux outils, que ce soit client ou product, hein, les PIM, Tout à Product fait, ouais. Information Management, c'est un petit peu de la Mhm. catégorie, la même catégorie, mais côté catalogue produit, Ouais. et puis sans cette partie activation. Donc, cette brique activation, c'est celle qui différencie vraiment tous ces acteurs de CDP. Tout à fait, tout à fait. Parce que, enfin, encore une fois, maintenir ces connexions avec les différents systèmes, ça devient un enjeu fort. Et le maintenir en interne avec des équipes de développeurs, des équipes d'ingénieurs, c'est très coûteux pour l'entreprise parce que c'est des intégrations en API, c'est des intégrations assez différentes. Il n'y a pas de normes. C'est pas comme un USB qui va être normé. Mais là, aujourd'hui, dans la communication des données, même dans une même catégorie CRM, en fait, elle n'est pas normée. Donc, on va trouver des façons assez différentes de chaque acteur, ce qui fait que la question de build ou buy, elle se pose, et c'est pour ça qu'une deuxième catégorie de génération de CDP, elle s'est vraiment focalisée sur cette interconnectivité du MDM avec l'ensemble des outils utilisés par l'entreprise pour éviter qu'ils passent beaucoup de temps en fait sur la mise en place de leur projet par un blocage de développement d'un connecteur et du test et du monitoring, etc. Et D'accord. notamment dans des secteurs où cette synchronisation de données, elle est business critical, dans le sens où s'il n'y a pas de données qui arrivent le matin, il n'y a pas de campagne emailing qui part, il y a du chiffre d'affaires qui est perdu. Donc, on souhaite plus travailler avec des outils qui ont la maîtrise sur cette partie et qui vont donner un SLA sur cette capacité à synchroniser les données. Ouais, donc ce développement de connectivité est une part importante de ton offre, hein, parce que Tout à j'imagine que fait. tu couvres les Salesforce, les HubSpot et puis enfin les outils traditionnels de CRM. Ouais. Ok. On Alors, a plus d'une cinquantaine en fait de connexions aujourd'hui qui couvrent l'ensemble des besoins des clients sur la partie AdTech, donc tout ce qui est médias, vers Criteo, vers Facebook, vers Google, vers l'ensemble en fait de ces plateformes ads. On a également des connecteurs avec l'ensemble des CRM utilisés sur le marché. On étoffe tout le temps notre catalogue d'intégration, mais clairement oui, on a toute une équipe qui est dédiée
à développer ces connexions. Et même quand on a un client qui arrive et qui a un nouvel outil en fait qui n'est pas sur le marché, on essaie de lui développer ça en 2 semaines pour lui permettre en fait de profiter de l'ensemble de la plateforme. D'accord. Alors, comment tu démarres un projet, en fait? Bon, je Mm. suppose qu'il y a une phase de discovery très importante avec le client. Donc là, je dirais, c'est une approche de consulting, hein, Ouais. et puis ensuite, est-ce que c'est itératif? Est-ce que c'est à un moment donné, qu'est-ce qui fait le go du projet, en fait? Ouais. Alors, nous, on a une particularité, c'est que, on responsabilise énormément le client dans son projet CDP. Parce qu'on a une conviction forte que l'insatisfaction des 2 dernières générations de CDP vient du fait qu'ils surpromettent par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Donc ils vont promettre aux clients dans une démarche commerciale de tout faire. Donc la promesse de partir de rien à des données unifiées, gérées par la CDP en interne et connectées à tout son écosystème. Sauf qu'il y a une partie, que le client doit garder chez lui, il doit être responsabilisé, là-dessus. C'est la partie qui concerne, en fait, la centralisation de la donnée. À minima, la capacité à se dire tout ce qui est flux en entrée pour ramener les données clients dans un même endroit, pour nous, c'est sa responsabilité. Parce que si on va demander, chaque entreprise est spécifique, chaque entreprise a ses propres outils qui stockent la donnée. Et donc, si la CDP, c'est pas magique, donc elle peut pas s'adapter aux spécificités de chaque entreprise. Donc, D'accord. avant de commencer, il y a vraiment une phase de discovery, d'audit, pour à la fois comprendre leur stack technique, où est-ce qu'ils stockent la donnée, est-ce qu'ils sont déjà un data lake. Probablement, ils l'ont, mais c'est tellement Varié. tentaculaire parfois dans l'entreprise qu'on ne peut pas s'en rendre compte et que c'est une équipe BI qui l'utilise, mais ça contient déjà un petit bout de données. Donc ça, c'est vraiment la première partie. On va essayer de comprendre où est-ce que la donnée elle est stockée. Est-ce qu'il y a déjà en fait un point de départ pour nous, pour qu'on puisse aller commencer de ce qui existe et ensuite aller l'enrichir avec des nouvelles données qu'on ira récupérer d'autres systèmes. D'accord. OK. Et ça donne déjà une idée sur c'est quoi la complexité du projet CDP. On essaie de définir une personne, en fait, côté data, le client a un référent data qui comprend d'où est-ce que viennent les données, est-ce que les données sont fiables ou pas. Parce que sans ça, sincèrement, ça va être extrêmement dur de commencer le projet. OK, d'accord. Donc, ingestion, responsabilité, côté client. Je suppose que tu apportes quand même, un framework, une normalisation. Il faut que les données ressemblent à ceci, cela. Et après effectivement tu les matches ou alors je suppose que tu fais des process de data quality, de Tout à matching et fait. cetera. Alors ça, c'est des Ouais, exercices compliqués. Je sais que tu as d'autres slides, hein, tu as prévu, ouais. peut-être, Ouais, donc bah, en fait, je vais aller, sur la slide d'après. C'est pour expliquer justement, bah, en fait, le changement de paradigme aujourd'hui qu'on observe. C'est que, on ne demande plus en fait au CDP, d'être, réellement sur cette, partie en fait de synchronisation parce qu'on voit de plus en plus d'équipes data modernes, chez les entreprises, qui ont investi dans des data lakes ou des data warehouse, pour justement, bah, tacler cette problématique de centralisation et de réconciliation des données. Et donc en fait, on va collecter de l'événement, avec des outils type RudderStack, type Segment. On va faire de l'ETL pour, répliquer des bases de données, en utilisant un Fivetran, un Airbyte, ou on va encore en fait déposer des fichiers en SFTP. Et ensuite, ça arrive dans ces data warehouse type Snowflake, qui sont vraiment des outils pour moi magiques. La révolution, elle vient de là. C'est qu'ils ont démocratisé l'accès à ces technologies qui historiquement étaient hors de prix pour la majorité des entreprises. ouais. Et aujourd'hui, donc mettre en place en fait une stack data qui permet de tacler la première partie de la CTP, qui est la centralisation et la réconciliation. C'est une histoire déjà en termes de temps, elle est en moyenne 1 mois, 2 mois pour avoir vraiment un modèle de données client bien réconcilié. Et il ne faudra pas 4-5 data ingénieurs pour construire ce data warehouse. Donc, en fait, il y a une vraie révolution, en tout cas pour nous, et une vraie tendance de fond qu'on observe D'accord. naturellement plus importante côté américain, enfin côté de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui arrive aussi en France, c'est que les entreprises commencent à se dire, bon, mes données c'est tellement important pour tellement d'applicatifs que je vais reprendre la main sur mes données. Il n'y a pas un MDM, il n'y a pas un PIM, en fait, qui sont gérés séparément. Je vais essayer de créer une sorte de couche universelle de données dans laquelle je centralise toutes mes données, je les réconcilie, je les prépare pour qu'elles soient
exploité par différents systèmes, que ce soit de la BI, que ce soit ma CDP, que ce soit un CRM, ou que ce soit des applicatifs produits ou pour mon magasin. Donc ça, c'est vrai, le vrai changement qu'on voit s'opérer aujourd'hui, c'est l'émergence de ces plateformes. C'est pas d'hier, hein, ça date de à peu près, ça a commencé entre 2016 et 2018. Ouais, Aujourd'hui, c'est très popularisé. Donc, d'accord. une fois qu'on a ça, en fait, pour nous, c'est le point de départ, c'est que l'entreprise, on l'appelle data ready. Elle a la readiness, en fait, pour aller sur des enjeux d'activation omnicanaux. Et voilà. Donc, si on part de ce constat, on se dit, mais du coup, la CDP, avec sa promesse de centralisation de données, de réconciliation, mais en fait, elle est un peu remise en question. Parce qu'il y a une partie qui est gérée en interne par les entreprises. Et c'est D'accord. là où on voit, en fait, le paradigme qui change un tout petit peu, parce que, comme tu le vois ici, Stéphane, c'est historiquement, les CDP, ils vont se nourrir des systèmes sources, là où on produit de la donnée, pour les mettre dans leur back-end, les réconcilier dans leur propre back-end et ensuite les connecter aux outils d'activation tout à droite. Sauf qu'avec l'émergence de ces data lake, data warehouse, où travaille l'équipe data, où elle a la main en fait, sur les données, et ça, on le voit vraiment tous les jours avec nos clients, la question se pose, c'est-à-dire où est la source de vérité. Parce que là, j'ai deux copies de données. On revient à la question de départ, est-ce qu'il y Voilà. a de la copie de données ou pas? Parce que j'ai déjà un modèle client qui est dans mon Snowflake, et la CDP, elle en contient d'autres. Est-ce que c'est la même chose ou pas? La CDP, elle envoie un retour, elle se nourrit du data warehouse. D'un point de vue gouvernance, ça pose un vrai problème. Euh, et c'est là où on se dit, bon, OK, quand même, il y a une urgence pour que cette catégorie se réinvente, pour prendre en compte le fait que les entreprises réinternalisent la gestion de leurs données, la construction de leur MDM dans leur propre infrastructure et qu'ils ne demandent plus à la CDP de le faire. Je généralise, mais il y a Ouais. une vraie tendance de fond qu'on observe sur le marché. D'accord. Alors, petite question, très pragmatique. Si ton client est déjà équipé de Snowflake, tu viens Mhm. t'intégrer, t'insérer dans Snowflake? Ou tu apportes un modèle, tu apportes, j'imagine, un modèle supplémentaire? Comment concrètement, tu viens rajouter cette intelligence CDP dans l'infra? En fait, c'est justement cette innovation sur laquelle on assiste énormément avec nos clients, et c'est pour ça qu'en fait, on prêche aussi pour la création d'une nouvelle catégorie. On sait que aux États-Unis, ça commence à être plus popularisé que ce qu'on voit en France, mais on se dit, en fait, si le client a déjà fait une partie du travail, il ne faut pas qu'on fasse un overlap avec les travaux qu'il a déjà effectués. Donc, on a développé des partenariats avec l'ensemble en fait de l'écosystème des data lakes, que ce soit avec Databricks, avec GCP. On est les seuls aujourd'hui à être natifs GCP en Europe. On a également la même chose avec Snowflake, avec AWS, et on est sur leur marketplace pour permettre à des entreprises et avec leurs équipes data et IT d'exploiter Dynamo en plug and play. C'est vraiment en intégration native avec l'ensemble de cet écosystème pour ne pas copier les données et les lire directement à la source sans aucune copie. Alors, bien D'accord. sûr, on doit comprendre en fait l'essence de ces données. Où est-ce qu'on peut trouver les clients? Où est-ce qu'on peut trouver les transactions? Donc, on va demander aux équipes data de faire une sorte de mapping, de connecter leur modèle de données à Dynamo et de faire un petit mapping pour expliquer où est-ce que je peux trouver l'email, où est-ce que je peux trouver les numéros de téléphone. Mais la particularité, c'est qu'on ne les oblige absolument pas de rentrer dans une moule parce que c'est leur propre modèle de données client et c'est leur façon de voir leur business. Donc, on ne les oblige pas de rentrer dans un modèle spécifique et on leur donne les fonctionnalités qui leur manquent. Ouais, C'est-à-dire la capacité à enrichir, s'ils n'ont pas des data scientists avec des données prédictives sur le comportement futur du client. Est-ce qu'il va churner? Est-ce qu'il va générer plus de lifetime value? Sur quel canal il faut communiquer avec lui? En analysant en fait toutes les touches client et d'où est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il achète, après quelle touche il achète, etc. Et la dernière brique, c'est la recommandation produit. Donc, on a cette phase d'enrichissement du data warehouse si le client ne dispose pas de cette information déjà dans son data warehouse. Et ensuite, les fonctionnalités de base qu'on apporte, c'est l'activation de la donnée à travers de la segmentation sans code avec un segment builder visuel pour les équipes marketing pour qu'ils soient en self-serve directement sur les données préparées par l'équipe data. d'accord. Et comme toutes les CDP, donc on dispose d'un tout un catalogue qui permet de synchroniser des attributs, des événements, des listes
avec l'écosystème marketing, support, tous les outils qui ont besoin de données clients pour bien fonctionner. OK. Et voilà, donc ça, c'est le schéma. Donc, par opposition de ce qu'on a vu tout à l'heure, chaque entreprise pour nous qui a déjà fait le travail de centraliser ses données, peut-être qu'elle fait uniquement de la BI, on leur permet d'opérationnaliser leur Snowflake en intégrant Dynamo. Et tout ça, ça se D'accord, fait donc vraiment. Pardon, un allez-y. client Snowflake reste Snowflake dans Tout cette à fait, mesure-là, en termes de structure, d'infrastructure, de base de données. D'accord tout à fait. d'accord, bah, super. L'approche composable, c'est vraiment de ce fait-là. C'est que on compose avec des investissements internes, avec d'autres outils pour avoir une promesse complète. Donc, la CDP composable, c'est le Snowflake plus Dynamo qui permet au client de disposer de sa CDP. D'accord. Quelle est la part de customisation? Bon, tu as un outil qui est censé être, plus ou moins plug and play, mais bon, il faut pas se cacher, l'intégration, ça peut être très compliqué. Et sur les projets que tu as menés, voilà, quelle est cette part de customisation? Est-ce que tu rentres dans le code? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui peuvent être complexes peut-être parfois? La réconciliation, c'est complexe comme projet? Le matching, la déduplication, quelle est la part de code là-dedans ou de choses qui ne sont pas forcément intégrées dans l'outil au départ? Alors, nous, comme on a cette approche en fait de se connecter au data warehouse du client, donc on présuppose que le client a déjà fait une partie de la réconciliation de données. Ouais, Donc, à d'accord. minima, il dispose en fait de ses fichiers clients. Euh, Ouais, alors, on a des modules, par exemple, qui peuvent les aider à dédupliquer la donnée, ce qu'on appelle la résolution d'identité, qu'ils peuvent d'accord, l'activer si leur équipe, en fait, aujourd'hui, n'est pas suffisamment outillée pour faire la résolution d'identité directement dans le data warehouse avec des ressources en interne. Et ça arrive notamment dans des entreprises qui disposent de plusieurs ERP qui contiennent en fait des fichiers clients différents et ensuite ils sont capables en fait de les mettre dans un Snowflake, mais ils ne disposent pas des outils nécessaires pour dédupliquer les données. Si on est dans ce cas-là, naturellement, il y a une phase. C'est pas vraiment du code, hein, donc c'est des règles qu'on va combiner pour faire des règles de matching fortes, faibles, jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse Golden Record, qui est la table client réconciliée qui contient des valeurs dédupliquées. Mais ça, c'est uniquement, sincèrement, ça arrive pour certains clients, en tout cas qui sont au début de leur projet de centralisation de données, de leur projet CDP. Mais la majorité des clients, là, aujourd'hui, qu'on observe dans des secteurs, notamment dans le retail, en fait, ils ont déjà ce qu'il faut dans un d'accord, data warehouse. Donc, ils ont déjà taclé cette problématique. Ce qui d'accord, fait que quand ils ont déjà taclé cette problématique parce que c'est important pour eux d'avoir du reporting pour piloter le business, comprendre les produits qui sont les plus vendus, les clients, c'est quoi leur mécanisme de réachat. On arrive, l'intégration, elle se fait vraiment sans code. En moins d'une demi-heure, en fait, ils sont déjà tout connectés parce qu'on va juste pointer où est-ce qu'il faut trouver certaines données et le modèle de données, il est déjà réconcilié. Il y a toute une équipe data qui a travaillé là-dessus. Donc, d'accord, il y a deux cas de figure qu'il faut quand même en fait différencier. C'est que des clients qui ont déjà un Snowflake et une équipe data qui a travaillé sur les données, c'est une demi-journée. Et on le prouve avec les clients, on lance le projet avec une réunion, on va être en fait avec eux, juste en support. On ramène une personne côté marketing, une personne côté data, et on les laisse rentrer sur la plateforme, connecter leur Snowflake, connecter leur modèle de données, connecter leurs outils CRM, Facebook, créer leur premier segment et appuyer sur un bouton et voir la synchronisation s'opérer pour vraiment prouver, parce que c'est vraiment notre force, s'il y a un point à retenir et sur lequel on insiste énormément, c'est que nos clients doivent commencer assez rapidement et doivent même, en fait, s'ils le souhaitent, tester la plateforme avant de s'engager sur une longue durée. d'accord. Donc une demi-journée dans le meilleur des cas, tu te plugs, c'est du plug and play et puis on observe les résultats. D'accord, Exactement. Après, c'est un projet CDP, ça vit dans le temps. ouais, D'accord. L'intégration, en fait, ça, c'est vraiment particularité. Historiquement, on va essayer d'avoir la vision ultime de tous les clients avec toutes leurs interactions avant d'implémenter le premier cas d'usage. Nous, on a une conviction forte, c'est qu'il faut commencer avec ce qu'on a déjà dans le Snowflake. C'est-à-dire, si j'ai pas les événements digitaux de tout ce que font mes clients sur le site, mais c'est pas grave. Probablement, l'équipe marketing, elle a beaucoup de cas d'usage basés uniquement sur les transactions, les produits achetés, et donc leur donner accès à ça, ils peuvent commencer déjà à implémenter des cas d'usage. Et derrière, l'équipe data, elle va apporter des données supplémentaires, elle va les mettre dans le data warehouse.
le modèle de données du Dynamo, il est flexible et extensible. Donc, ils peuvent rajouter ces données digitales et l'équipe marketing, elle va pouvoir créer des nouveaux cas d'usage. Donc, disons D'accord. qu'il faut toujours garder en tête, et on observe à nos clients, il y a une expansion tous les mois en fait, de l'usage du Dynamo parce que on crée une sorte de pont entre des équipes métiers et des équipes data. Donc, les équipes métiers vont observer ce qu'il y a comme données disponibles. Ils vont commencer à implémenter des cas d'usage. Et ensuite, quand il leur manque quelque chose, ils vont revenir vers l'équipe data pour dire pourquoi on n'a pas assez de données digitales. Si j'ai les D'accord. abandons de panier, je serais capable de faire ceci, cela. D'accord. Alors au final, est-ce que tu aides plus les équipes métiers ou plus les équipes data? Parce que la partie activation, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Peut-être que tu as un slide, je ne sais pas. Mais quelle est ton action ou ton rayon d'action sur cette partie-là, activation? Alors, sur la partie activation, bon, je vais aller sur pardon, la slide un peu qui résume tout. Aujourd'hui, quand on parle en fait sincèrement enfin, d'activation, c'est vraiment la capacité à nourrir, à donner à des équipes métiers le travail, le fruit du travail en fait de l'équipe data enrichi avec de l'intelligence. C'est ça notre métier, c'est de dire il y a deux mondes qui se parlent pas, on va les connecter et on va leur donner tous les outils pour pouvoir communiquer. Donc, une équipe data qui construit, qui centralise, qui travaille les données, qui les prépare. Mais historiquement, elle gérait sa relation avec les équipes métiers via des tickets Jira. Donc, on va loguer un ticket Jira qui va être traité dans deux semaines pour être placé sur un sprint dans 2 semaines pour avoir accès à la donnée. Alors que la donnée, elle existe. Il fallait juste écrire la requête SQL pour la sortir. Là, en fait, en ayant Dynamo, on leur permet en fait une collaboration. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'équipe data, elle prépare, elle expose des données. Dynamo enrichit avec de l'intelligence et donne une interface de segmentation et d'activation. Quand on parle d'activation, c'est cette capacité à rapidement avoir accès à la donnée nécessaire dans un Facebook, dans un Salesforce Marketing Cloud, dans un outil de support type Intercom. Et c'est là où, en gros, les équipes marketing sont complètement autonomes sur cette partie. Donc, on est vraiment, disons, on utilise une phrase qui résume un peu tout. On dit les équipes data nous font confiance et les équipes marketing nous aiment bien. Donc, pour OK, dire que les équipes d'accord. marketing sont les utilisateurs tous les jours, ils sont sur la plateforme à créer leurs segments, à explorer les données, à enrichir leurs outils marketing. Et de l'autre côté, l'équipe data, elle nous fait confiance parce qu'on ne fait pas de copie de données de leur data warehouse. D'accord. C'est complètement transparent. S'il y a un problème entre la connexion d'Inmo et le data warehouse parce que l'équipe data probablement elle a retravaillé certains modèles, certains nommages, ces équipes data sont alertées. Ils peuvent voir exactement où il y a le problème, ils peuvent le corriger sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment disons, un pont entre deux mondes qui se parlaient pas, et qu'avec Dynamo, en fait, on leur donne une interface de communication efficient. Voilà, donc tu mets à disposition les données pour les services marketing. Est-ce que tu vas jusqu'à offrir des templates, d'activation particuliers, je sais pas, des dashboards déjà préconstitués? Tu en es là aussi déjà ou, Alors, ça, non? c'est des choses en fait sur lesquelles en fait on réfléchit constamment. Disons D'accord, qu'aujourd'hui, vraiment notre focus, c'est de faire en sorte à ce que les équipes marketing ne manquent aucune information pour atteindre un niveau de personnalisation de la relation avec leurs clients qui peut se rapprocher de ce qu'on observe du niveau de personnalisation que tu as avec Netflix, avec Amazon, avec des plateformes de ce type. C'est-à-dire accès à 100% de l'information sur les clients, enrichi avec la prédiction du comportement futur et de le mettre dans toutes les plateformes qu'ils utilisent tous les jours. Naturellement, pour boucler la boucle, il faut qu'on sache quelles sont les activations qui vont marcher, quelles sont celles qui ne vont pas marcher et d'être dans la recommandation. Et ça, c'est vraiment depuis d'accord. notre dernière levée. On est plus dans une phase de R&D aujourd'hui pour vraiment boucler la boucle et de se dire, le client a activé, on observe la performance de son activation, on est capable de l'analyser, de renvoyer le résultat pour dire, OK, bon, pour traiter pour ce programme de churn, il faudra plus aller dans pour chaque client, aller dans cette séquence-là plutôt qu'une autre. Mais sincèrement, pourquoi on le garde en R&D? Parce que quand on regarde la situation de l'industrie, il y a un petit décalage dans le sens où il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore capables d'accéder à l'information des produits que leurs clients ont achetés. Donc, le niveau, disons,
zéro, vraiment, de ne pas manquer de données par rapport aux interactions de clients quand on communique avec les clients. Donc, on essaie de tacler ça et de travailler sur l'avenir avec aussi l'exploitation de l'intelligence artificielle pour répondre à ces enjeux. D'accord. Alors, Dynamo, pourquoi Dynamo? Alors, DINMO, c'est une abréviation pour Data in Motion, donc Très bien. D in Motion, et c'est vraiment cette capacité à mettre les données en mouvement, parce qu'on croit beaucoup sur le fait que quand on exploite les données et qu'on les laisse pas dormir dans des data warehouse, parce que le constat que j'ai vu pendant 10 ans, j'ai aidé énormément d'entreprises à construire ces plateformes data, je me rends compte qu'ils utilisent au repos, c'est-à-dire qu'ils vont construire des rapports qui restituent en fait les données, mais les données ne bougent pas. En fait, elles restent, elles dorment dans le data warehouse. Donc, on se dit, bah, libérons le potentiel des données en les mettant en mouvement, en les mettant à disposition des équipes marketing, des équipes support. Et comme ça, ça permet en fait de créer de la valeur incrémentale parce que ça libère leur potentiel, parce que c'est pas que l'équipe data qui est chargée de identifier ce potentiel. Il y a aussi des équipes marketing. Parfois, quand on leur donne accès à ces données et qu'ils peuvent aussi les mettre dans leur propre outil, ils peuvent en fait ramener des idées génératrices de valeur pour toute l'entreprise. Bon, génial. Donc, bah, j'aime beaucoup, hein, Data in Motion, moi, ça me parle beaucoup. C'est français C'est français. On est, et notre bureau est en France, dans le 2e arrondissement. Et on a commencé notre expansion à l'international avec un premier bureau à Londres. On a déjà 5 personnes sur place dont l'objectif, c'est vraiment. On est européen on a un ADN vraiment européen, dans le sens où on sait que sur les données, les enjeux d'exploitation de données avec la réglementation européenne, c'est quand même quelque chose d'important. On essaie d'apporter en fait la meilleure solution CDP pour le marché européen avant d'aller vraiment sur une expansion mondiale. Donc ça, c'est vraiment notre approche. Voilà, enfin, aujourd'hui, on dispose, comme tu le vois là, d'un portefeuille client assez riche qu'on enrichit tout le temps. On a commencé notre phase, disons, commerciale, faire connaître un peu la marque il y a quelques mois, et on voit de la traction sur le marché français et sur les marchés européens. Et 2025, on espère aussi équiper une centaine en fait, d'entreprises par une solution CDP pour prouver aussi quelque chose qui est fondamental pour nous, que la CDP, c'est pas uniquement une affaire d'enterprise, de Coca-Cola, de Adidas. Même les entreprises enfin, des mid-market, en fait, qui font 50 millions d'euros et plus, peuvent avoir accès à ces technologies d'accord, avec un prix qui leur permet d'avoir un ROI derrière. d'accord. Comment tu vois l'évolution de ce marché CDP? Tu disais que dans ce Mm. monde-là, ça se rachète, ça fusionne, beaucoup. Est-ce que ce Oui. segment-là va rester indépendant? Est-ce que ça va rejoindre, quelque chose de un segment plus gros? Ou comment tu vois les choses? Sincèrement, c'est un marché en ébullition constante. Il est très éclaté. Pourquoi? Parce que c'est quand même en fait une pièce de tech qui va remplacer quelque chose qu'on aurait dû construire en interne. Et donc, de ce fait, les entreprises achètent local. Donc, on peut avoir en fait des petits acteurs par-ci, par-là. Il n'y a pas de vraie tendance de consolidation de fonds. On reste sur un marché très éclaté, très, très local aujourd'hui. Je pense qu'en fait, avec l'émergence en fait de ces plateformes Databricks, Snowflake, notre conviction, c'est que comme il y aura en fait une couche universelle de données, les entreprises vont plus, on va moins parler de CDP, on va parler d'applications. C'est-à-dire, je Ouais, veux enrichir mes données avec de l'intelligence pour connecter mon CRM, j'ai le meilleur outil pour le faire. Donc, cette capacité vraiment à avoir comme des plugins en fait sur ces infrastructures de données qui vont répondre à un besoin métier. d'accord, d'accord. Donc ça c'est une première tendance. Après, on voit encore le marché avec des CRM qui rajoutent la partie CDP parce que on pense CRM quand on pense CDP. Il y a encore un peu cette phase-là, mais disons qu'on est dans la phase encore de non-stabilité, d'instabilité dans ce marché. La consolidation, elle arrivera, je pense, dans un temps 2. En tout cas, nous, on n'espère pas que ça soit encore des gros du logiciel, des Adobe, des Salesforce qui vont aussi dominer euh, ce segment parce qu'on veut que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, profitent de ces technologies et que ce ne soit pas uniquement une affaire d'enterprise.
D'accord, mais j'aime bien cette idée de plugin, un plugin qui vient enrichir un Snowflake déjà existant en apportant des fonctionnalités, avancées de CDP. J'imagine que c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, c'est un peu la tendance qu'on voit, hein, à Snowflake à rajouter des fonctionnalités en amont et en aval Tout à fait. de leur solution et d'intégrer ça, au sein même de leur moteur. Mais écoute, merci Oussama pour ces je sais pas si tu avais prévu un autre slide? Non, je crois qu'on a couvert Non, le c'est bon, là, on est sur, la bon, dernière slide. C'était pour la présentation et la synthèse de ce qu'on a vu. En tout cas, génial. vraiment ravi d'avoir fait, cet échange avec toi, Stéphane, et j'espère que on en fera d'autres aussi pour rentrer dans plus de détails, probablement sur des briques, de la CDP. Et en tout cas, si vous avez besoin de renseignements, voilà, vous avez Stéphane, sur LinkedIn ou moi-même. On pourra répondre à vos questions et n'hésitez surtout pas, à nous solliciter. Bon, en tout cas, merci. Puis je vois que voilà, il y a de belles références, hein. On voit les logos là, ici. Ça pourrait être intéressant d'aller faire un petit interview de l'un d'eux, tu vois, pour avoir un use case à se mettre, enfin, à creuser, en fait. Tout à fait. Je pense que c'est toujours plus parlant quand on voit un client parler de comment il a exploité cette technologie, parce que la technologie, il faut aussi l'exploiter pour créer de la valeur, pour faire projeter, nos futurs clients sur l'utilisation de Dynamo. Bon, en tout cas, Oussama, merci pour ce brief et puis à très bientôt pour la suite de l'aventure, hein. Et good Merci. luck. Good luck pour Merci à toi. Data in Motion. À bientôt. Merci, à bientôt.